La vérité en face. La vérité en face, en tout cas, c'est peut-être ce livre d'un président, d'un présidentiable, en tout cas de la République, avec Rachel Kahn ce matin, ancienne athlète de haut niveau, devenue actrice, écrivaine, juriste, membre de la commission Brenner chargée de la lutte contre les fake news aussi, et auteur de ce livre, une partie de campagne aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Rachel Kahn, bienvenue. Bonjour. 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 On parlera aussi tout à l'heure de votre travail aussi, puisque vous aviez été désigné pour un groupe sur l'immigration, l'intégration et la laïcité, au moment où on parle toujours de ces questions. D'un mot quand même aussi sur Parti de campagne. Alors, Parti de campagne, c'est un roman, mais roman un peu bande dessinée en quelque sorte. Un aussi, roman parce graphique. Oui, voilà, roman c'est ça, vérité surtout. Oui. Un peu. Oui. Alors, dites-nous ce que vous avez voulu raconter pour les auditeurs qui nous écoutent, là, à travers ce personnage, Guy Marchand. Alors, Guy Marchand qui est l'homonyme de Guy Marchand, le crooner. En fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est que moi, c'était ma 6e campagne électorale là, cette année. Et au fond, finalement, c'est cette forme en fait que prennent les campagnes, complètement déconnectée du fond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Victor Hugo qui disait que le fond rejoint la forme. Et en fait, il y a tous ces passages, toutes ces figures imposées des campagnes, le QG, le slogan, les affiches, des tableaux Excel, on va faire les meetings, il y a des éléments de langage qui reviennent régulièrement. Ouais. Et finalement, tout le monde fait quasiment la même campagne, alors même qu'on devrait, et la période nous le montre, peut-être s'attacher un peu plus au fond et peut-être s'attacher, au lieu de dire les vrais gens, s'attacher à ce qui se passe dans les territoires pour créer des campagnes qui soient en osmose avec les attentes des concitoyens. Alors, alors ce qui est intéressant, moi j'ai l'impression que c'est un président, mais c'est l'anti-héros en fait. Oui. Et on a l'impression que c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, de se dire qu'avant, on avait des présidents qui étaient peut-être des héros de la France, et qu'aujourd'hui c'est totalement l'inverse. En tout cas, c'est ce que ressent. C'est tout à fait ça. C'est exactement l'anti-héros, avec qui en fait qui sait pas vraiment quoi faire de sa vie et qui se dit un matin devant la glace, je vais me lancer dans une campagne. Et c'est ce qu'on ressent effectivement éperdument aujourd'hui, c'est-à-dire ce manque de personnalité que nous on a, de charisme, on a cette nostalgie d'authenticité, la rhétorique dans les discours, ces joutes verbales entre les différents opposants, alors que là dans une partie de campagne c'est véritablement des candidats qui sont au fond le cliché d'eux-mêmes, avec leurs dogmes et leurs idéologies un peu folles et hors sol. Mais sans vraiment de fond en fait, sans fond, sans fond. Et c'est ce qui aujourd'hui fait mal à notre société véritablement. Oui, parce que est-ce que finalement, à travers ça, c'est parce que vous regrettez que nos politiques ne soient plus des héros, des stars, des personnalités hors du commun, des pères de la nation. On a perdu un petit peu ça. Il y a un peu de nostalgie de ça. C'est la nostalgie. Puis c'est un livre que je sors après Racé, donc c'est pas anodin. C'est-à-dire après mon essai sur les mots, sur le langage, sur la pensée, sur des valeurs humanistes républicaines, sur l'anti-wokisme, sur ce langage qui normalement devrait nous lier. Je regrette l'absence de travail. Je regrette de nos responsables politiques, de nos représentants. Je regrette aussi le fait qu'ils n'arrivent plus à dialoguer ensemble. C'est-à-dire que là, on est dans le buzz, on est dans écraser l'autre, on est dans trouver des petites phrases, trouver des affaires pour mieux décapiter finalement au fond les opposants, alors même que nous avons besoin dans cette période avec l'Ukraine, avec la crise économique, avec les famines qui peuvent s'annoncer, etc. D'une vision, d'une ligne, d'une pensée profonde, de quelque chose d'un cap qui puisse véritablement nous réparer, nous relever. Et est-ce que, avec ce qui s'est passé aux législatives et une forme de représentation peut-être plus forte de la France, des territoires, comme vous l'évoquez en fait à l'instant, ça peut améliorer un peu les choses, ou au contraire ça va cliver davantage le pays? En fait, c'est une représentation, ça c'est extrêmement important que l'on soit représenté. Mais pour moi, la représentation, ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est pas parce que on est médecin qu'on va représenter les médecins, ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on va représenter les avocats. Chaque membre du Parlement doit représenter l'ensemble des citoyens. Oui, l'ensemble des citoyens, mais bien souvent on disait, même si évidemment la République en marche, il y avait eu des gens issus qui étaient des citoyens, qui ne faisaient pas de politique, qui s'étaient engagés, il y a 5 ans aussi, mais on disait que ce n'était pas forcément toutes les couches et les catégories de la population, pour sentir un petit peu cette fameuse déconnexion dont on parle. Évidemment, là on a une Rachel Keke et c'est génial en tant que femme de ménage. Mais ce que je dis, il y en a d'autres, mais ce que je dis, c'est simplement que ça ne suffit pas. C'est que le travail de parlementaire, c'est un vrai
travail, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, en fait, cette personne ne va pas représenter uniquement les femmes de ménage. Cette personne représente la France entière. Pourquoi avoir pris le parti de mettre un homme blanc de moins de 50 ans ? J'ai adoré. Merci de cette question, parce que j'ai adoré, moi, par rapport à tout ce qu'on entend, justement, sur les questions de représentation. Au fond, peut-être qu'on peut être des symboles de quelque chose, de par ses origines, sa couleur de peau, son récit familial, etc. Mais le travail d'un artiste, c'est surtout d'être l'autre. Et moi, j'ai adoré être Guy Marchand, cet homme blanc de plus de 50 ans, à travers l'ensemble de ce récit. Ça veut dire essayer de réfléchir comme lui ? Évidemment, de réfléchir comme lui. C'est-à-dire que quand on a un homme blanc de plus de 50 ans, et que je pense à des candidats qui étaient des hommes blancs de plus de 50 ans ou qui avaient la cinquantaine, et je pensais à cette directrice de communication qui pourrait leur dire « Tu n'as pas d'atout parce que tu ne représentes pas les minorités, au fond. Tu n'as pas d'atout par rapport à ce que tu es. C'est-à-dire que tu es la cible aujourd'hui, justement par rapport à ces questions de représentativité. Mais moi, ce que j'ai voulu porter aussi, c'est dans la création de toujours se dépasser à être l'autre que soi-même. Allez, on va poursuivre avec vous, Rachel Kahn, c'est passionnant, jusqu'à 10h avec ce livre, une partie de campagne. Les illustrations sont de Xavier Gors. C'est aux éditions de l'Observatoire. On continue d'en parler. Si vous voulez poser aussi des questions directement à Rachel Kahn, elle est là, elle est avec nous. 0826 300 300, allez-y. Tout de suite, 9h43. La vérité en face. La vérité en face, cette politique, ces campagnes présidentielles qui, d'année en année, enfin en tout cas tous les 5 ans, reviennent avec les mêmes traits, avec les mêmes façons de faire et qu'il faudrait changer visiblement, avec Rachel Kahn qui est avec nous ce matin, ancienne athlète de haut niveau, écrivaine et juriste et membre de la commission Bronner chargée de la lutte contre les fake news et auteur de ce livre donc, qui s'appelle Partie de campagne aux éditions de l'Observatoire. Oui, qui vient aussi de vos observations des différentes campagnes et encore celle-ci, quoi. Vous aimez le terrain ? J'adore le terrain. Je me suis éclatée pendant la campagne, vraiment, vraiment. Racontez effectivement aux auditeurs ce que vous avez fait. Alors c'est vrai que voilà, il y a une proposition pour que je gère un groupe de travail qui avait plusieurs aspects, effectivement, intégration, immigration, laïcité. J'avais décidé de la renommer citoyenneté, parce qu'au fond, ça c'est la sève de ce qui nous constitue. Et d'ailleurs, le taux d'abstention nous montre à quel point en fait la citoyenneté c'est véritablement le nerf en fait de notre démocratie. Évidemment, ça englobe tout. S'il y a plus de citoyenneté, s'il y a plus nos droits et nos devoirs, on peut pas vivre en commun et construire un pays fort. Est-ce que vous n'avez pas regretté que finalement ces thèmes immigration, intégration, laïcité aient été étouffés pendant cette campagne? On en avait parlé beaucoup. Probablement parce que Zemmour, à sa façon, donc on avait parlé au début de campagne, en septembre, octobre dernier. Et puis ensuite, il y a eu la guerre et il y a eu les questions du pouvoir d'achat. Et ça, on n'y a pas beaucoup touché. Alors, en fait, c'est une dichotomie entre ce qui peut se passer dans les médias, à la radio, sur Twitter, etc. et le terrain. Moi, j'ai adoré le terrain parce qu'on a énormément parlé sur le terrain de citoyenneté, de laïcité. J'étais avec toutes les générations, à la fois des artistes, mais aussi des sportifs. Moi, je me rappelle d'un moment extrêmement fort avec l'équipe féminine de foot à la Duchère, où en fait les petites, elles étaient vraiment très intéressées à avoir les clés de la citoyenneté pour pouvoir justement se déployer, s'émanciper, réparer aussi dans ce quartier-là. Est-ce que vous avez le sentiment justement à la Duchère, par exemple à Lyon, que certaines filles comme ça, on ne veut pas leur donner les clés? Certains dans les quartiers ne veulent pas donner les clés en fait de la République et de la laïcité. Alors je ne sais pas si on ne veut pas leur donner. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elles avaient un appétit de ça. Elles étaient vraiment, et même par rapport à leur sport, j'ai l'impression qu'elles étaient tout à fait conscientes. Et pourtant, c'est des jeunes, 16-17 ans, elles étaient tout à fait conscientes que les clés de l'esprit de nos lumières étaient quelque chose de très puissant pour leur émancipation en tant que jeunes adultes, etc. Et à travers le sport, mais aussi à travers leur récit personnel. Non mais quand je dis on ne veut pas leur donner les clés, c'est qu'on avait vu ce sondage de l'Institut Montaigne il y a de ça 2-3 ans, on disait que dans certains quartiers, c'était la religion qui primait et la charia, pour la nommer, et pas la République, quoi. Je pense que c'est vraiment que peut-être que ça arrive trop tard. C'est-à-dire que cette question de citoyenneté, elle doit arriver en même temps
que l'apprentissage de la lecture et de l'apprentissage des maths et du français. Ça va ensemble. C'est-à-dire que ça fait partie normalement de notre éducation. Avant 6 ans, quoi. Exactement. Oui, non, mais c'est possible. Lorsqu'on voit le travail qui a été fait après la Shoah en Allemagne, avec des jeunes enfants, enfin des petits, et ben c'est très précisément ça. Apprendre ce qu'est un individu, ce que l'on est en tant que petite personne, etc. Et comment on doit s'élever avec ces clés-là. Aller dans des lycées, moi j'y vais, dans des collèges et des lycées, avec des adolescents et puis des jeunes adultes, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Après, c'est au primaire. Alors, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir... On avait parlé de... Votre nom avait circulé pour entrer au gouvernement. Est-ce qu'il peut y avoir des remaniements? Vous verriez bien dans un tel poste, quoi. Non, je sais pas. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Non, mais en tout cas, je demande un ministère de la citoyenneté, en plus. Citoyenneté. Mais ce que je sais, c'est que ça fait partie de ma vie, la citoyenneté. J'ai répété très souvent que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France. Ça a été les clés pour mes parents pour se reconstruire après la décolonie, après les indépendances en Afrique, après la Shoah avec ma mère, pour construire en fait quelque chose. Donc en fait c'est ma vie. Donc de toute façon, que je sois au sein des institutions ou ailleurs, c'est mon travail, et c'est mon travail d'auteur, c'est mon travail de juriste, d'éditorialiste, c'est ma vie. Ça manque quand même dans ce gouvernement, non ? Ah bah de toute façon, la citoyenneté, là, par rapport à ces 54 presque % d'abstention, ça manque éperdument. Et ça manque aussi, même par rapport aux crises qui se préfigurent, évidemment la crise ukrainienne, mais aussi les questions sanitaires, c'est-à-dire que faire comprendre en fait que nous avons des droits, plus d'égalité, plus de justice, mais également des devoirs, une responsabilité de l'autre, de nos concitoyens, nous-mêmes en tant qu'individus, pas seulement les députés. Nous, à notre échelle, nous avons une responsabilité de l'autre. C'est essentiel pour... Donc il faudrait impérativement que s'il y a un remaniement ou qu'il y ait une ouverture du gouvernement là, dans les semaines qui viennent, qu'il y ait ce ministère secrétariat d'État. C'était le secrétariat d'État de Marlène Schiappa au sein du ministère de l'Intérieur et qui a fait un travail remarquable, notamment aussi sur les questions de laïcité. Remarquable, et en même temps ça pêche toujours quand même sur la laïcité. Non mais remarquable, c'est-à-dire qu'elle a quand même cranté quelque chose. Il n'y avait pas, avant, notamment sur la loi pour les principes de la République, qu'on appelle loi contre le séparatisme, il y a quand même des choses qui ont été faites. Maintenant, il faut les mettre en application. Vous dites les droits et les devoirs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on réclame plus de droits que finalement de s'imposer des devoirs. On est dans une société éperdument, on le répète, mais individualiste. C'est-à-dire que normalement, la France, notre constitution, notre République est une et indivisible. Ça veut dire évidemment aussi avoir ses devoirs. Et d'ailleurs, ce que l'on ne comprend pas forcément, en fait, c'est que la citoyenneté est un travail. Cette citoyenneté, au jour le jour, doit s'imposer presque contre soi-même. Oui, mais on pointe beaucoup l'éducation nationale, mais on pointe assez peu les parents. Oui, les parents. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a jamais assez d'adultes autour des enfants. C'est-à-dire qu'il y a les parents, il y a évidemment les professeurs. Alors, il y a les parents pour l'éducation, les professeurs pour l'enseignement, mais aussi tout le travail qui est périscolaire dans les clubs de sport et notamment dans les clubs de foot. Moi, j'ai travaillé aussi en tant que présidente de la commission sport de la LICRA. Là aussi, il y a un véritable travail contre notamment cette forme de séparatisme ou pour l'égalité, contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Ça commence là. Nous avons eu des éducateurs en ligne il y a quelques jours qui, par exemple, étaient dégoûtés parce qu'aujourd'hui, ils étaient insultés et menacés physiquement par des parents pour la formation des équipes, etc. Des gamins, quoi. Tout à fait. Il faut réapprendre aussi. Alors, on doit épauler nos aînés et on doit véritablement épauler nos plus jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés. Un mot aussi, puisque vous avez fait partie de cette commission Bronner chargée de la lutte contre les fake news. Comment lutter justement contre les fake news aujourd'hui dans notre société? C'est un vaste chantier, ça. Quand on voit ce qui circule, je ne sais pas ce qui se passe, mais autour de Raquel Garrido et Alexis Corbière avec ses tweets, etc. hier, parlant de leur appartement, et puis de la femme de ménage, tout ça n'est pas prouvé, et ça circule quand même, quoi. Et ça circule, et effectivement, les réseaux sociaux
détestable par rapport à ça, parce que finalement, c'est un espace qui revient à un espace où il y a des juges sans tribunaux. Et c'est-à-dire que ce qui est écrit dans les réseaux sociaux, c'est pris pour une vérité, c'est pris pour des jugements. Et au fond, lorsque le tribunal statue, on s'en fout un petit peu du délibéré et du verdict. En fait, on prend acte parce que ça arrange bien certains que certaines personnes soient jetées en pâture. Et on a toute cette meute aussi qui arrive sur certaines personnes. Et ça, en fait, ça tue la mort sociale. Hein. On a aussi un peu le cas d'Éric Brion pour le premier Balance ton porc. Voilà, qui était quand même un théâtre assez pathétique de notre civilisation et de nos humanités. Oui, mais d'un autre côté, la justice aussi, il y a pas mal de choses à redire sur la justice aussi, qui fait pas toujours son travail. Qui va pas assez vite, qui va pas assez vite, effectivement, parce que là, on est dans un temps immédiat des réseaux sociaux. Après, sur les questions des fake news et de ces informations, il y a plus de hiérarchie entre les informations. C'est-à-dire qu'un grand professeur émérite, je sais pas moi, sur la pandémie et un pseudo, en fait, il y a la même valeur sur les réseaux sociaux. Donc ça, il faut apprendre aussi à nos enfants le discernement. À distinguer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une liberté d'expression, mais il faut être capable de lire. Et de lire, et puis surtout... Bon, Rachel Kahn, il y a du boulot. Mais il faut garder l'espoir. Mais il faut garder l'espoir, et puis peut-être qu'on vous retrouvera justement, pourquoi pas aussi, un poste à responsabilité dans les prochaines semaines. Vous savez quoi, je vais prendre le même slogan que Guy Marchand. C'est voter pour nous. Voter pour nous. Sud Radio. En tout cas, ce livre, une partie de campagne, Rachel Kahn, avec les illustrations de Xavier Gors, la présidentielle à laquelle vous avez échappé. En quelque sorte, c'est aux éditions de l'Observatoire, et ça se lit facilement, d'ailleurs, sur la plage, etc. Parce que je pense que les vacances arrivent, quoi. On a besoin de se détendre, et on peut se détendre un petit peu. Ça fait du bien, quoi. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.